Bonjour Viken, bonjour tous les auditeurs de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on reçoit donc Viken qui est trader, analyste aussi, qui a des services dont il nous parlera un petit peu plus tard. Juste pour commencer, on va commencer une petite introduction parce que probablement que les gens sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube ne te connaissent pas. Donc si tu peux te présenter brièvement et nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à présent. Ok. Bonjour Marc, bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé ce webinaire. Donc effectivement, moi j'investis en bourse sur les marchés américains. Je fais du swing trading sur les actions US pour être précis. Donc c'est ce D'accord. que je fais depuis quelques années. Mais comment j'en suis arrivé là? En fait, donc là pour vous dire, là j'ai 35 ans actuellement. Et j'ai commencé, quand j'étais ado, je me suis toujours intéressé un peu à l'économie, la vie des entreprises. Quand j'étais ado, le dimanche soir, je regardais pas les trucs de jeunes. Je regardais Capital, moi déjà, j'aimais bien. D'accord. Je suis toujours intéressé à ça. Puis après, en fait, ça s'est fait naturellement vers 18 ans avec un ami. Voilà, dès qu'on a eu l'âge d'investir, on a commencé à investir en bourse. Alors, on a mis des années à trouver notre approche, hein. On a testé un peu. Voilà, En fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode. Il faut trouver quelque chose qui nous correspond. On avait essayé le forex, mais bon, ça nous allait pas. On a essayé le scalping, mais ça nous allait pas. Surtout à l'époque, c'était en 2002. Donc, pour faire du scalping, il faut avoir des moyens techniques. Il faut des connexions très rapides, tout ça. Puis ça allait pas trop avec ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de plutôt calme et tout. Du coup, ça mêle pas trop le scalping. Le day trading non plus. Un peu mieux, mais pas trop. Et après, je suis arrivé naturellement vers le swing trading. Parce que, en fait, c'est ce que je faisais quand je regardais les émissions Capital. Genre, en fait, j'aime bien analyser les sociétés, mais à tête reposée. Et voilà, j'analyse ça chaque mois. Et chaque mois, j'achète des nouvelles actions, j'en revends d'autres. Mais je fais ça à tête reposée. Les actions, je les garde plusieurs mois, souvent même un an. Donc voilà, en D'accord. fait, ça s'est fait naturellement. Comme je disais, il y a plein de styles de trading qui sont tous aussi bien, mais il faut trouver ceux qui nous correspondent, euh, ce qui correspond à chaque personne. Les gens très speed, ils vont aimer le scalping, l'adrénaline ou le day trading. Les gens plus comme moi, ils vont aimer plus le swing trading. Donc voilà comment j'en suis arrivé à là. Et après, j'ai choisi les marchés US parce que du coup, en regardant, quand j'ai vraiment décidé de me spécialiser dans les actions, j'ai vu qu'en fait, pour le même travail, finalement, on avait souvent des meilleurs rendements sur les marchés US que sur le CAC 40. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les marchés US. Moi, je suis D'accord. français, hein, je préfère investir en France. Je préférerais, mais voilà, vu que pour le même travail, ça rapporte plus sur les marchés US. Voilà. Bah non, mais voilà, il n'y a pas de. Voilà, les décisions, elles doivent être aussi faites, j'ai envie de dire, elles doivent être pragmatiques. Il n'y a pas de chauvinisme ou autre, hein. Si, voilà, quand on est trader ou investisseur, on investit là où ça rapporte le plus, hein, bien sûr. Donc c'est intéressant ce que tu me dis, ton parcours, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de traders particuliers qui vont plus s'orienter sur du day trading ou du scalping, très souvent avec beaucoup d'effets de levier. Bon, moi, de mon expérience, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus parce que c'est très stressant, ça prend beaucoup de temps et puis finalement, on peut effacer des mois de gains avec trois pertes, ou voire même une perte des fois. Donc là, toi, tu as une approche vraiment plus long terme, ce qui est aussi, à mon avis, vraiment intéressant pour les particuliers, parce que du coup, il y a beaucoup de particuliers qui veulent vivre du trading, on le voit souvent. Bon, c'est très difficile, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'orientent vers le scalping ou le day trading. Or, voilà, on peut très bien faire du swing trading, avoir un portefeuille actif, gérer vraiment son argent activement, tout en ayant une activité, un métier à côté. Et je veux dire, le trading n'est pas forcément synonyme de tout quitter, tout plaquer pour se consacrer à 100% à cette activité. Donc écoute, c'est très intéressant. Moi, c'est vrai que les auditeurs de mon blog, de toute façon, mon blog, tu l'as vu, le nom, c'est My Trading Forex. Hein, donc c'est plus orienté Forex, mais j'essaie quand même aussi de donner un panel un peu plus large, parce qu'effectivement, il faut de tout. Il faut aussi et puis les marchés US, les actions US sont intéressantes. Alors, est-ce que toi, tu regardes beaucoup les dividendes? Parce que je sais il y a des actions US qui versent vraiment des dividendes intéressants. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Parce que toi, tu fais plus du long terme, enfin du moyen terme, long terme. Donc, du coup, peut-être que les dividendes, c'est partie intégrante aussi de la stratégie, ou pas du tout?
Alors non, les dividendes sont pas. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure comment je prends mes décisions, mais non, les dividendes sont pas un critère de choix dans mes décisions. Du coup, bah, je touche régulièrement des dividendes, hein, puisque bah, les actions, même si ça n'a pas été un critère de choix pour les acheter, mais malgré tout, bah, régulièrement, les actions que je possède versent des dividendes. Mais non, c'est pas du tout. Moi, je vise plutôt les plus-values que les dividendes. Et en D'accord. gros, les dividendes, j'avais regardé parce qu'il y a des clients qui me demandaient, ça représente à peu près 10% de mes gains viennent des dividendes et 90 des plus-values. D'accord. C'est intéressant d'avoir on va dire, ce rapport pour voir effectivement, voilà, ce que, en fait, c'est vraiment les mouvements, les prix et les mouvements du marché plus que les dividendes qui te rapportent de l'argent. Et comme quoi, a priori, si jamais tu te bases que sur les dividendes, tu peux finalement perdre parce que si tu prends les mauvaises actions, que tu te bases que sur les dividendes et que le ratio il est de 90-10, bon, voilà, faut. Non, mais c'est intéressant. Alors, moi, c'est vrai que je suis pas un grand spécialiste des actions. Je m'y intéresse depuis peu, parce qu'on en a déjà parlé ensemble à travers les ETP. Mais c'est vrai que moi, depuis les 10 dernières années, c'est plus sur les devises que je traite. Mais du coup, je vais être tout attentif, autant que l'audition, que l'auditoire, que les gens qui nous regardent sur le sujet que tu vas nous présenter. Parce que je vais sûrement apprendre des choses et ça va être intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être avant qu'on passe à ton sujet par rapport à toi, par rapport à ton trading? Donc j'ai compris que tu es un passionné avant tout et depuis que tu es très jeune, que tu as touché un peu à tout, que tu as regardé un peu tout et puis finalement que tu es arrivé sur ce qui te correspond le plus, le swing trading sur les actions. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Par exemple, je m'étais intéressé au Forex. Moi, le Forex en swing trading, ça me paraissait, pour moi, hein, il y a d'autres qui arrivent très bien. Le swing trading sur le Forex, ça me paraissait compliqué, j'y arrivais pas vraiment, parce que ça me paraissait trop abstrait. Pour moi, c'était plus simple d'analyser une entreprise, même si c'est des grosses entreprises, hein, les entreprises du S&P 500, qu'une devise, parce qu'une devise, c'est mondial. Par contre, le day trading sur le Forex, ouais, ça me paraît Ouais. plus intéressant. Et du coup, par rapport au Forex, quand même, est-ce que tu te couvres? Parce que du coup, tu interviens sur les marchés US, est-ce que tu te couvres quand même ou pas? Alors non, bah ça c'est ouais, souvent j'ai des clients qui me posent la question. Non, effectivement, moi j'ai choisi d'assumer le risque à ce niveau-là. Alors il y a des moyens de se couvrir. On pourrait prendre position sur le Forex ou un contrat futur pour se couvrir. Parce que moi j'habite dans la zone euro, mais mon compte est en dollars. Je Ouais, suis tout à client fait. chez Interactive Brokers. Et non, non, j'ai choisi de ne pas me couvrir là-dessus parce que bon, c'est vrai que ça bouge plus beaucoup maintenant le cours de l'euro-dollar. Mais j'avais fait le calcul en fait. Je pourrais me couvrir, mais pour ça il faudrait immobiliser de l'argent Ouais. pour la couverture, pour cette couverture-là. Et cet argent-là, je ne pourrais pas du coup l'investir dans les actions. Du coup, c'est un arbitrage à faire. Du coup, j'ai choisi de ne pas me couvrir contre le taux de change. Ok, bon, bah, c'est effectivement un choix. Si effectivement l'argent que tu n'immobilises pas pour la couverture, tu peux permettre te dire, voilà, je vais gagner plus que le risque éventuellement de change, c'est quelque chose qui peut avoir du sens, effectivement. Écoute, je te laisse donc faire ta présentation que tu nous as préparée pour nous aujourd'hui. Et voilà, je crois que tu vas partager ton écran, donc je te Oui, laisse alors, le je fais faire. tout ça. Alors, je partage l'écran Et immédiatement. je vais peut-être même me mettre en mute pour pas déranger ta présentation. Si tu as des questions, je retirerai, je remettrai mon micro. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran là actuellement? Alors là, je vois ton écran, je me vois même dedans en fait. Ok. Alors, je vais ouvrir le. Là, c'est bon. Voilà, je coupe mon micro comme ça, tu as la Voilà. parole et si jamais il y a des questions, enfin, t'as des questions ou quoi ou autre, ou si j'ai des questions, je réactiverai mon micro. Ok, parfait. Ouais, tout de suite. Alors, donc, dans cette présentation, je vais vous expliquer comment réduire le risque de marché. En fait, je vais vous présenter ben, justement le portefeuille que moi j'ai mis en place depuis des années, des années. Donc, comme je disais, pendant quelques années, je me suis cherché. Et puis, au bout de 3 4 ans, j'ai trouvé mon approche qui me correspond. Donc, maintenant, c'est le portefeuille que je gère et que je partage avec mes clients. Et je vais vous expliquer là le principe de ce portefeuille. Donc, vous allez voir, le thème de la présentation, c'est comment réduire le risque de marché. Puisque pour moi, c'est vraiment le principal, hein. Il faut vraiment se protéger avant de chercher à gagner de l'argent. Donc là, j'ai une question qu'on pose souvent là, peut-on prédire l'évolution des marchés? Et d'ailleurs, là, on est en décembre et c'est vraiment d'actualité parce que chaque fin d'année, bah moi, Marc aussi, je pense, on nous pose les questions, est-ce que l'année prochaine va être une bonne ou une mauvaise année pour les marchés? Donc c'est vraiment d'actualité. Moi, ma réponse, c'est que non, on ne peut pas vraiment peut pas prédire l'évolution des marchés sur le long terme. Donc en gros, je ne peux pas vous dire si dans 6 mois, par exemple, ou dans 12 mois, le cours du S&P 500 ou du CAC 40 sera inférieur ou supérieur au cours actuel. Donc voilà.
Moi, comme je pense qu'on ne peut pas le prédire, bah, j'ai mis en place une solution qui est intemporelle parce que justement, il faut pas, d'après moi encore, il faut pas chercher à avoir une stratégie qu'on va modifier tous les 6 mois. Parce que si on fait ça, on va toujours avoir un temps de retard sur les marchés. Donc, il faut avoir une stratégie qui est intemporelle, qui va s'adapter donc aux phases où les marchés sont haussiers. Donc là, on va gagner de l'argent. Quand les marchés sont baissiers, voire même en cas de crack comme 2008, bah là, on va sûrement pas gagner d'argent, mais on va limiter les casse fortement. Donc, il faut que la stratégie soit adaptée à toutes ces périodes-là. Et comment j'ai fait ça, en fait, il y a une partie de mon capital, je vais vous détailler chaque partie un peu plus tard, mais une partie qui investit sur les actifs qui ont un potentiel haussier. Donc moi, c'est les actions US. Je détecte des actions avec des critères que je vais vous expliquer. Des actions qui, selon moi, vont monter dans les prochains mois, on va dire dans les 12 mois maximum. Et une autre partie de mon capital que j'investis sur la couverture contre le risque de marché. D'ailleurs, on va commencer par le risque de marché parce que, encore une fois, pour moi, c'est le principal. Il faut d'abord protéger son capital. Parce que si on se retrouve, et on sait que ça va arriver, hein, il y aura forcément des nouvelles crises comme 2008 ou début des années 2000. D'ailleurs, il y avait eu 2 crises assez rapprochées, hein, la bulle Internet puis les subprimes en 8 ans. Donc le risque de marché, pour résumer, c'est quand, imaginons que vous achetiez l'action Apple parce que vous pensez qu'elle va monter, et l'action Apple, donc c'est aux États-Unis, et que pendant que vous possédez l'action Apple, eh bien, il y a une nouvelle crise économique aux États-Unis, par exemple, bah, cette crise-là va faire baisser tous les marchés américains, y compris votre action Apple, même si l'action allait bien, même si l'entreprise allait bien. Donc c'est ça le risque de marché. Alors avant de vous détailler la couverture que j'utilise, je vais vous expliquer quel pourcentage de capital j'attribue à chacune des 2 parties. Alors, pour choisir cette répartition-là, je me suis basé sur 2 choses. Premièrement, on sait qu'il va y avoir des nouvelles crises économiques ou des fortes baisses des marchés, voilà, dans les prochaines années ou prochaines décennies. On ne sait pas quand, mais moi, je suis persuadé que dans ma vie, ça va arriver. Donc, partant de ce constat-là, je me suis dit, il faut avoir en permanence la couverture contre le risque de marché. Il ne faut pas se dire, tiens, je vois que les marchés sont en train de baisser, donc là, je vais acheter une couverture. Parce qu'en faisant ça, on a toujours un temps de retard sur les marchés. Donc moi, j'ai en permanence ma couverture. Et ensuite, pour les actions, je me suis basé sur cette statistique-là de l'INSEE que j'ai trouvé très, très intéressante. Alors, ils avaient fait ça sur le CAC 40, mais moi, j'ai remarqué que sur les marchés américains, c'est la même chose. C'est vraiment spectaculaire. On voit qu'ils ont vu qu'en retirant les 40 meilleures journées de cotation sur une période de 20 ans, ça veut dire en moyenne 2 jours par an, bah, la performance du CAC 40 passe de 10% à 1,6%. Donc ils ont fait ça il y a quelques années, mais voilà, les pourcentages sont toujours d'actualité. Donc on voit que, pour résumer, 90% de la performance annuelle, en moyenne, se fait sur 2 jours par an. Donc voilà, avec ce constat-là, on se dit qu'il faut également avoir en permanence les actions dans le portefeuille parce que bah, malheureusement, on ne sait pas quand va arriver ces 2 jours. Et d'ailleurs, c'est une moyenne de jours par an, hein. Il peut y avoir certaines années 0 jours et d'autres années 4 jours dans leur statistique. Donc voilà, partant de ces 2 constats-là que voilà, on ne sait pas quand vont arriver les meilleures journées de bourse qui font, bah, c'est plus que la loi de Pareto, hein, c'est plus que la loi de 20-80. Et le fait qu'on ne sait pas quand vont arriver les crises, voilà, les baisses des marchés, eh ben, j'ai décidé d'investir en permanence 50% sur les actions et 50% sur la couverture. Donc voilà, je suis investi là-dessus en permanence. Je fais un rééquilibrage une fois par an, d'ailleurs ça va être très bientôt. Premier jour de bourse du mois de janvier, je rééquilibre. Donc je réajuste en fait la couverture. C'est-à-dire que si par exemple l'année précédente, c'est-à-dire c'est le cas cette année en 2019, les marchés actions ont fortement monté, et ben début 2020, je vais revendre une partie des actions pour augmenter la couverture, pour qu'on reparte début d'année avec 50% à 50%. Par contre, je ne fais pas un rééquilibrage chaque mois. Je pense que ce serait intéressant, mais après, c'est toujours l'arbitrage à faire entre avoir le portefeuille théorique. Je crois que tu en parlais, Marc, dans un webinaire. On peut avoir des portefeuilles qui sont théoriquement très rentables, ou sur un post Facebook, je crois que tu avais dit ça. On peut avoir des portefeuilles qui sont théoriquement très rentables sur le papier, mais dans la pratique, si on prend en compte les frais de courtage, et ben là, c'est plus du tout pareil. Exactement. Et si tu rééquilibres ton portefeuille trop souvent, bah, ça impacte ta stratégie, ça impacte ton résultat. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. En théorie, ça paraît très bien. Sur le papier, si tu ne prends pas en compte les frais, bah, tu dirais, il est super ce portefeuille, il est très rentable. Mais dans la pratique, voilà, tu vas perdre de l'argent. Du coup, voilà, moi, j'ai choisi ça. Ce rééquilibrage-là, je le fais qu'une fois par an, premier jour de bourse de chaque année. Par contre, les actions, je modifie chaque mois. Vous allez voir un peu plus tard. D'accord. Du coup, la couverture que moi, je mets en place, que j'achète,
Donc, c'est le portefeuille du club Quanti Trading, c'est le club que j'ai créé dans lequel je partage mon portefeuille. Donc, j'achète des obligations d'État à long terme aux États-Unis. Donc, c'est l'ETF TLT. Alors, comme vous savez certainement, pour les clients européens, là, il y a, depuis quelques temps, juste à cause de raisons administratives, les ETF américains sont plus disponibles. Alors, il y a plein d'alternatives. Par exemple, moi, pourtant, je suis français, je suis client chez Interactive Brokers. Pour avoir le TLT, donc je n'ai pas accès à l'ETF directement. Par contre, j'ai accès à un CFD que Interactive Brokers propose, un CFD qui réplique le cours du TLT. Donc moi, je fais ça, j'achète ça. Pour ceux qui ne savent pas, les obligations d'État, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les États comme les États-Unis ou la France sont très endettés. Et ce qu'ils font, pour financer leurs dettes, ils émettent des obligations. Et donc vous pouvez, en tant que particulier, acheter des obligations. Ça se fait en 2 clics, en 2 clics auprès de votre courtier, comme une simple action. Vous achetez des obligations. Alors, il y a premier avantage des obligations, forcément, vous touchez des intérêts, mais qui sont très faibles. Comme vous savez, les taux d'intérêt sont très faibles, voire même négatifs. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse dans le fait d'acheter des obligations. C'est plutôt dans le fait que, dans la grande majorité du temps, le cours des obligations est inversement proportionnel au cours des actions. Je vais vous montrer des graphiques. Vous allez voir, ça va être très clair. Là, vous avez... Alors, il y a cette fenêtre que je vais bouger, voilà. Donc là, vous avez... donc là, le graphique va de début 2008 à début 2010. En bleu, vous avez du coup la courbe des obligations d'État long terme des États-Unis, donc le TFTLT. Et en rouge, je vous ai mis la courbe du S&P 500. Donc c'est un indice très réputé aux États-Unis qui regroupe 500 grosses sociétés des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc, sur la première moitié du graphique, c'est l'année 2008. Donc il y a eu la fameuse crise des subprimes. Les marchés américains, donc le S&P 500 a perdu 38%. Mais sur la même année, le TLT a gagné 34%. Donc ça veut dire qu'en ayant une stratégie toute simple, en ayant la moitié sur le S&P 500, la moitié sur le TLT, on aurait perdu 38, mais on aurait gagné 34, donc on aurait perdu seulement 4%. Par contre, ce n'est pas une méthode miracle. Là, on voit qu'il y a quand même un décalage. Vers octobre, quand les marchés actions ont fortement baissé, la hausse des obligations n'est pas immédiate. C'est pas directement lié. Voilà. Par contre, sans surprise, l'année suivante, en 2009, les marchés actions ont monté, les obligations ont baissé. Voilà. Donc voilà, ça va dans les deux sens, mais vous allez voir, après, je vais vous donner les chiffres, vous allez voir pourquoi c'est quand même intéressant d'avoir cette couverture-là. Là, je vais vous montrer une période... Alors, voilà. Un peu plus récente, donc c'était fin 2018. En décembre 2018, les marchés actions ont fortement baissé. Là, la flèche verte que vous voyez, c'était le 4 décembre. Donc là, les marchés actions ont fortement baissé. Là, il y a des analystes qui annonçaient que 2019 serait la nouvelle crise des subprimes. Voilà. Et en fait, finalement, pour info, le premier trimestre 2019 a été le meilleur premier trimestre de bourse aux États-Unis depuis 21 ans, donc depuis 1998. Donc tout ça pour dire que le mois de décembre a été baissé sur les actions et les obligations, elles, ont monté. Voilà, j'ai même les chiffres. En 2018, le S&P 500... Alors, Ouais, le S&P 500 a perdu 6%. Et moi, mon portefeuille a gagné 8% parce que pendant toute l'année, j'ai eu des obligations. Voilà. D'accord, donc la couverture t'a quand même permis de sortir positif. C'est la question que je me posais parce que du coup, si tu as c'est peut-être une question aussi que vont se poser les gens qui regardent la vidéo. C'est-à-dire que si tu as une couverture, est-ce que ça neutralise le risque, mais est-ce que ça neutralise pas aussi la performance du coup? Ouais, non, ça l'annule pas complètement. C'est pour ça que j'ai quand même acheté. J'utilise quand même cette couverture. Mais effectivement, en fait, il faut voir ça. Moi, je prends souvent l'analogie d'une assurance de voiture. Donc effectivement, quand on a une voiture, on est obligé d'avoir une assurance. Et donc les années où tu n'as pas d'accident, la plupart du temps, cette assurance, elle te coûte de l'argent. Par contre, le jour où tu te prends un arbre, là, ta voiture est morte. Et du coup, là, tu es content d'avoir l'assurance. En bourse, personne ne t'oblige à avoir une assurance. Par contre, moi, je le fais quand même parce que, donc là, tu vois, 2 années où cette couverture a été utile. Par contre, là, justement, pour répondre à ta question, je vais te montrer une année, c'était 2013. Là, cette année-là, les obligations m'ont coûté de l'argent parce que en 2013, c'est ce que vous voyez à l'écran, le S&P 500 a gagné 29% et le TLT, donc les obligations, ont perdu 13%. Voilà. Mais on voit que malgré tout,
Donc effectivement, si j'avais eu que les actions cette année-là, eh bien, j'aurais gagné 29%. Mais en ayant les obligations, donc ça m'a coûté de l'argent, mais les années où les marchés actions sont haussiers, bah, la couverture me coûte moins cher que ce qu'elle me permet d'économiser comme les années comme 2008. Donc il y a déjà le D'accord. côté financier qui finalement sur le long terme est intéressant. Et puis après, il y a l'autre truc, c'est que pour moi, c'est une tranquillité d'esprit. Et ça, bah, Ouais, je après, comprends. ça Non, a un ça, coût, quoi. c'est sûr que on pense, enfin, quand des investisseurs particuliers ou des traders particuliers se lancent en bourse, ils pensent toujours qu'à gagner, gagner, gagner. Ils pensent jamais à sécuriser leur capital et se protéger et se couvrir en cas de, voilà, de crack ou autre, ce que tu expliques très bien. Et effectivement, je pense, c'est excellent d'avoir cette approche. Et j'imagine qu'à travers ton club Quanti Trading, tu aides aussi les gens à acquérir aussi cette même approche diversifiée. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le socle de ma stratégie, c'est cette couverture-là. Et ouais, après, ça a un coût, mais c'est le prix de la tranquillité d'esprit. Surtout quand on fait du swing trading, parce que les gens qui font du day trading ou du scalping, ils n'ont pas ce problème-là, parce que le soir, ils ont clôturé toutes leurs positions. Donc, le soir, ils sont tranquilles, le week-end aussi. Et là, nous, c'est souvent, voilà, chacun à son niveau, mais voilà, on a chacun des montants assez importants en jeu. Et du coup, voilà, c'est le prix de la tranquillité. Mmh. Excellent. Donc voilà, voilà le principe de la couverture que j'applique. Vous voyez que c'est assez simple, hein. Et voilà, alors j'ai même des clients qui suivent mon portefeuille, mais qui font des variantes, qui mettent par exemple une partie sur les obligations, une partie sur l'or. Donc ça peut être viable aussi, hein. Moi, j'ai choisi de faire que les obligations, mais voilà le principe de la Oui, couverture. l'or, bon, l'avantage de l'obligation, c'est qu'elle rapporte quand même des coupons. Donc, l'or, c'est inerte, ça rapporte rien. C'est juste une protection contre l'inflation en général. Mais bon, ouais, pourquoi pas. En général, on dit 10% sur l'or. Ouais, on peut rééquilibrer. Mais les obligations, c'est une bonne. Surtout les obligations américaines, c'est une bonne alternative. Moi, Oui, oui. je vois mal les États-Unis, même s'ils sont très endettés, même s'ils sont beaucoup plus endettés que tout le monde, je les vois mal faire défaut et ne plus payer leurs obligations parce que, voilà, je pense qu'ils préfèrent faire péter tout autour plutôt que arriver dans ce genre de scénario. Ouais, c'est ça, bah exactement. Ouais, parce que des fois, j'ai des clients ou même des prospects plutôt qui me disent est-ce que les obligations sont garanties à 100%? Je dis non, bah, comme tu viens de dire Marc, non, dans l'absolu, rien n'est garanti. D'ailleurs, le taux de rémunération dépend du risque. Je vais pas regarder, mais je pense que les pays plus risqués ont certainement des meilleures rémunérations au niveau des Oh, bah, obligations. oui, t'as des pays qui empruntent à 10-15%, hein, donc t'as des taux qui peuvent être très élevés. Mais effectivement, ouais, c'est tout à fait ce que tu dis. C'est proportionnel au risque que tu prends. Et les obligations américaines, même si elles sont très peu risquées, elles rapportent quand même beaucoup plus que que les obligations européennes qui sont à taux négatif maintenant. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, donc dans l'absolu, ouais, le risque zéro n'existe pas. Et comme tu l'as dit juste avant, pareil, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je dis d'ailleurs aux gens, c'est que si un jour les États-Unis sont en défaut de paiement, je pense qu'on aura tous d'autres problèmes que de gérer notre compte de trading, parce qu'à mon avis, ce sera la Ouais, guerre. bah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bah, tu sais que à l'époque, bon, si on remonte quelques centaines d'années avant, il y avait quand même Louis XIV, les rois, etc., les rois de France, ils étaient endettés, ils avaient des emprunts parfois avec des pays étrangers, donc avec l'Autriche, avec l'Allemagne, avec les banques italiennes. Il y avait les banques italiennes, beaucoup qui ont financé certains rois de France. Bon, bah, en fait, à un moment donné, comment ça se passait à l'époque, et on n'est pas loin de ça encore aujourd'hui, hein, mais comment ça se passait à l'époque? Bah, quand un roi d'un pays ne pouvait plus payer ses dettes envers le pays voisin, bon, bah, c'était une guerre qui était déclarée. Et puis celui qui gagnait, bah, voilà, il se tapait sur la gueule. Et puis s'il gagnait, bah, il effaçait sa dette et en plus il agrandissait son pays. Et puis s'il perdait, voilà, il perdait sa place. Et voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et aujourd'hui, on n'en est pas si loin. Bon, sauf que c'est un petit peu plus subtil. Ils vont aller faire les choses un petit peu plus subtilement, mais c'est toujours le même principe. Et dans un scénario extrême où on en arriverait à potentiellement un dépôt de bilan d'un pays, où à ce moment-là, le pays, bah, il dit, voilà, on rembourse plus nos dettes, mais je pense que ça se passera pas comme ça. Je pense que ce sera plus
bon, bah, un conflit ou un truc du genre, quoi. Mais bon, écoute, je te laisse continuer. Excuse-moi pour l'interruption. Ah, c'est très intéressant, c'était vraiment lié à ça. Donc voilà, on a vu la partie la couverture du portefeuille qui pour moi est le socle de ma stratégie. Donc voilà, pour moi c'est très important. Il faut d'abord se protéger pour être serein. Et même si dans l'absolu, voilà, rien n'est garanti à 100%, hein. Si on ne veut pas prendre de risques, il ne faut pas investir. Ouais, Voilà. tout à fait. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir maintenant la partie un peu plus joyeuse, comment gagner de l'argent. Donc je vais vous montrer des filtres que j'utilise pour choisir les actions sur lesquelles j'investis. Alors, attendez, j'avais oublié deux slides qui vont. Alors, je vais bouger cette fenêtre-là. Donc, justement, pour terminer sur la partie obligation. Donc, j'ai vu que j'avais fait un petit calcul. De 2003 à 2019, si on avait investi $100 sur le S&P 500, on se serait retrouvé avec entre 250 et $300 en 2019. Donc, en gros, le S&P 500 a fait 8,01% en moyenne depuis 2003. Et pour comparer, justement, pour ce qu'on disait juste avant, le prix de la couverture, le prix de la sécurité, eh bien, si on avait... Alors, je bouge encore ça, excusez-moi. Donc voilà, si on avait investi donc, la courbe bleue seulement sur la S&P 500, de 2003 à 2019, on aurait gagné en moyenne 8,01% par an. Par contre, si on avait divisé notre capital en deux, qu'on l'avait investi en 50% sur la S&P 500, 50% sur les obligations TLT, là, on aurait gagné moins. On aurait gagné seulement, entre guillemets, 6,56% par an. Seulement, vous voyez que, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, au niveau de 2008, eh bien, la courbe bleue s'est vraiment effondrée. Hein, les marchés ont perdu 38%. Mais la courbe rouge, elle, est beaucoup plus lisse. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer les propos. C'est-à-dire qu'au final, on se retrouve avec un peu moins, finalement, en 2019, parce que c'est le prix de la couverture. Hein, comme l'assurance voiture, hein, ça coûte un peu d'argent chaque année. Donc au final, on a un peu moins. Par contre, en cas d'accident de voiture ou là, de krach boursier, là, on ne s'effondre pas. On n'a pas un gros trou dans notre portefeuille. Donc voilà, ça illustre assez bien l'intérêt d'avoir la couverture. Ça coûte un peu d'argent, effectivement. Au final, ça serait plus rentable d'avoir que les actions. Par contre, voilà, après, il faut être prêt, hein, surtout quand c'est des grosses sommes en jeu, il faut être prêt mentalement à assumer de perdre 38% en 1 ou 2 mois. Donc voilà. Donc voilà, on va maintenant passer aux actions. Alors, quelles actions choisir? Alors pour moi, j'aime bien ce petit schéma que je montre souvent. Pour moi, en fait, je fais passer en fait toutes les actions par une série de filtres avec des mailles de plus en plus fines. Et à la fin, il me reste quelques actions qui, selon moi, ont un bon potentiel de hausse dans les mois suivants. Par contre, toujours, pareil, même dans les actions, il faut réduire le risque. Donc toujours, même en faisant passer toutes les actions par ces filtres-là, je ne me dis pas, tiens, j'ai vu une action qui a répondu à tous mes critères, à mes propres critères, j'investis 100% dessus, hein, parce que non, on n'est jamais sûr à 100%. Donc je répartis mon portefeuille, j'ai en général une dizaine d'actions dans mon portefeuille. Alors, le premier critère que j'utilise, vous allez voir qu'en plus, c'est des critères qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Donc c'est déjà, je me limite aux 500 sociétés du S&P 500. Parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs milliers de sociétés cotées en bourse. Mais moi, j'ai fait le choix de faire confiance aux analyses de Standard & Poor's, qui est une des 3 plus grosses agences de notation mondiale. Ils ont 10 000 salariés dans le monde, ils sont dans 128 pays, je crois. Et donc, je crois que c'est en 1957, si je ne dis pas de bêtises, ils ont créé cet indice-là, qui regroupe les 500 grosses sociétés des États-Unis. Je crois que ça représente 80% de la capitalisation américaine, le S&P 500. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils font varier régulièrement l'indice. Hein. C'est-à-dire qu'ils étudient en permanence les sociétés. Quand certaines ne vont pas bien, ils les font sortir de l'indice et ils les remplacent par d'autres. Et vous pouvez aller, d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, la page du S&P 500, la page en anglais, vous allez voir la composition actuelle du S&P 500. Et en bas, vous avez un tableau des changements, des derniers changements qu'il y a eu. Et vous verrez même les raisons des changements. D'accord, c'est excellent ça. Ouais, je vous invite à aller regarder ça, c'est intéressant. Il faut toujours faire. Alors, ça, c'est un autre petit commentaire que je me permets de faire, mais il y a beaucoup de traders particuliers qui regardent les courbes, les prix. Les prix, ils sont sur leur plateforme de trading, ils regardent les chantiers japonais, les moyennes mobiles, les machins, les trucs. En réalité, il faut aussi faire un travail de recherche, aller se renseigner pour comprendre le pourquoi du comment. Et toutes ces informations-là, souvent, elles sont accessibles. Il faut juste faire un effort de recherche. Ouais, c'est ça. Vous avez par exemple, il y a plein de sites. Alors, vous tapez composition S&P 500 dans Google ou en anglais, vous aurez plus de résultats. Vous tapez SP500 Components et vous aurez plein de sites d'actualité financière qui vous proposeront la liste à jour du S&P 500
Alors regardez juste la date de mise à jour, parce qu'il faut que que la liste date de moins d'un mois, on va dire, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de changement. Il y a le site Slick Charts, par exemple, qui propose une liste qui met à jour tous les jours. Donc D'accord. voilà. Voilà. Voilà, Ah, vous donc en savez où fait, aller, hein. ouais, c'est ça. Et moi, je leur fais confiance, en fait. Et voilà. Parce que c'est pour ça que, par exemple, la groupe qu'on voyait juste avant, l'indice S&P 500 qui fait 8,01% par an depuis 2003 en moyenne, bah, c'est plus rentable d'investir que, par exemple, que sur un tracker qui réplique ces actions-là, que sur toutes les actions, parce que justement, on bénéficie gratuitement en plus du travail des analystes de Standard & Poor's. D'accord. Ensuite, après, j'applique mes filtres à moi. Donc, j'applique une stratégie value qui est le ratio B sur M. Je vais vous détailler ce que c'est. Donc, le ratio B sur M, c'est une stratégie value qui permet de, en gros, détecter les sociétés qui sont surestimées et sous-estimées par le marché. Vous allez voir, c'est un calcul à faire assez simple, avec des données, encore une fois, disponibles gratuitement sur Internet. Donc, d'abord, on va définir B et M, en fait, et ensuite, on fera une simple division. Donc, B, en fait, c'est la book value, donc valeur nette comptable en français. Et en gros, c'est la valeur réelle de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est si à l'instant T, elle revendait toutes ses dettes, l'entreprise, qu'est-ce qui lui resterait concrètement? Donc voilà, c'est vraiment ce qu'elle vaut. Et ensuite, on va comparer ça avec M. M, c'est la market value, donc capitalisation boursière. Et donc, en fait, là, c'est une valeur estimée par le marché. C'est l'offre et la demande qui fait, le cours de l'action. Et donc, en multipliant le cours le plus récent par le nombre d'actions de cette société-là, on a la market value. Donc là, on voit bien que, donc on va diviser les deux, le ratio B on va diviser B par M, mais on voit bien que B, c'est vraiment quelque chose de réel, tangible, alors que M, c'est une valeur estimée par le marché. Et c'est ça qui va nous permettre de voir si, finalement, à l'instant T, il y a une anomalie de marché qui fait que les marchés, les acheteurs et les vendeurs sur les marchés, ont mal évalué telle société par rapport à ce qu'elle vaut réellement. Et donc moi, je vais me concentrer sur ces sociétés-là qui, selon moi, sont mal évaluées à l'instant T, en espérant que, donc ça, voilà, j'ai pas raison 100% des cas, hein, mais la plupart du temps, ça fonctionne, en espérant que l'anomalie de marché, ça arrive souvent, elle va être corrigée par les marchés dans les prochains mois ou dans les 6 à 12 mois, quoi. Donc voilà. D'accord. Bon, après, ces anomalies de marché, c'est aussi souvent parce que les investisseurs, ils regardent pas forcément l'instant T, mais ils essayent d'anticiper et d'estimer les revenus qu'il y aura l'année prochaine ou l'année d'après. Et ça, on le voit, je pense que Tesla est un bon exemple. Tesla a une super capitalisation, mais alors je ne me suis pas penché sur la question récemment, mais il y a encore un an, c'est ça, ils étaient plus capitalisés que Ford, mais ils gagnaient que dalle, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison de dire ça parce que, ouais, effectivement, des fois, il y a on pense que c'est une anomalie, mais en fait, non, les marchés sont conscients, les acheteurs sont conscients de ce qu'ils font. Ouais, c'est qu'ils anticipent, des choses, ouais. Et donc, l'avantage du ratio B sur M, c'est que comme c'est un ratio, parce que comme vous avez deviné, là, le chiffre que vous allez trouver, c'est pas un montant en euros ou en dollars, hein, c'est vraiment un coefficient. Et du coup, l'avantage d'un coefficient, c'est que vous allez pouvoir comparer avec les mêmes données, si vous voulez, des sociétés qui ont des valeurs très différentes. Une société qui vaut 500 millions avec une qui vaut 10 milliards, sur les mêmes D'accord. pieds. Voilà. Et on va voir si elles sont correctement évaluées par le marché. Et ensuite, une fois qu'on a calculé le ratio B sur M, voilà. Si le ratio B sur M est élevé, c'est-à-dire que le prix de l'action est haut et bas par rapport à la valeur réelle de l'entreprise, donc l'action est sous-évaluée. Et si le ratio B sur M est faible, c'est-à-dire l'inverse, que le prix de l'action est haut par rapport à la valeur réelle de l'entreprise, donc que l'action est surévaluée. Donc moi, je me concentre sur les ratios B sur M élevés. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Alors après, j'ai d'autres critères, hein, j'en ai 9 exactement. Mais voilà, vous voyez, moi, c'est pas du tout de l'analyse graphique. Ça marche très bien. L'analyse technique, regardez, utiliser des indicateurs comme MACD, RSI, tout ça, ce genre de Non, moi, choses-là. je suis pas un grand fan des indicateurs, à vrai dire. Je sais qu'il y a des férus d'analyse technique, des chartistes professionnels. Moi, je suis pas un grand fan de ça. Moi, quand je regarde l'analyse technique, c'est juste support, résistance et encore sur du daily. Bon, après, il y a des moyennes mobiles, etc. Mais moi, je préfère avoir une approche plus concrète et j'aime beaucoup. Alors, sur le Forex, on peut avoir aussi une approche concrète, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Faut avoir, comme tu le dis, enfin non, comme tu l'as pas dit, mais toi, tu avais du mal à anticiper le Forex, mais en fait, il faut voir le Forex comme une entreprise et l'évaluer de cette manière. Bon, mais moi, j'aime beaucoup en tout cas ton approche sur les actions parce que ça colle parfaitement
Alors, je connais pas tous les autres critères, mais j'imagine que c'est des critères concrets comme les premiers que tu nous as donnés. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que ça colle avec ce que je fais sur le Forex et avec l'approche que je pense être la plus judicieuse. Ouais, ouais, bah, on est d'accord. Ouais, c'est l'analyse fondamentale. Moi aussi, ça me paraît plus logique, ouais, de regarder les fondements de la société. Alors, Vraiment. ça demande plus de travail aussi. C'est pour ça que moi, je discute souvent avec des traders particuliers. Ils préfèrent justement suivre un MACD ou des bandes de Bollinger parce que ça demande moins de travail. On met l'indicateur, on a son signal, on achète, on vend. Bon, mais après, est-ce que c'est vraiment aussi pertinent dans le temps? Bon, ça après, je suis pas meilleur qu'un autre, donc je suis pas là pour juger. Mais moi, j'ai essayé en tout cas. C'est pas ce qui me semble le plus efficace. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ton approche. Et pareil, le fait que tu fasses plus du swing trading, ça permet aussi de moins être emballé, de moins partir dans tous les sens, de moins faire d'erreurs. J'imagine que tu n'utilises pas d'effet de levier parce que c'est des stratégies où tu achètes les actions et les obligations directement. Donc, ce n'est pas forcément des stratégies sur lesquelles on met l'effet de levier. Et ce qui tue beaucoup de traders particuliers, c'est l'effet de levier. Alors que si on regarde plus sur du long terme, avec sans effet de levier et avec des critères plus concrets, finalement, on peut bien s'en sortir. Et c'est ce que tu essaies de nous expliquer. Et c'est ce que tu, a priori, expliques aussi aux membres de ton club. Et je trouve que c'est une très, très, très bonne initiative. Ouais, c'est ça. Et ouais, pour revenir tout à l'heure en introduction, on parlait des particuliers qui font du day trading et qui veulent en vivre. Effectivement, bah, pour vivre du day trading, ça veut dire que tu ne fais plus que ça. Donc, il faut avoir un capital assez conséquent. Alors que pour les particuliers, je pense que le swing trading est intéressant parce que bah, ça leur permet de, même sans avoir un capital important, bah, pouvoir continuer leur activité à côté et faire du swing trading. Parce Ouais, que ça tout à demande fait. moins de temps et on prend les décisions à froid. Voilà. Tout à Et fait. voilà. Pour terminer, j'ai une dernière petite partie parce qu'on me demande souvent, une fois que donc là vous avez vu, voilà, en gros, bah, mon raisonnement, comment je fais pour choisir les actions. Mais une fois que je suis entré sur une action, comment je fais pour décider de sortir? Est-ce que je fais la stratégie simple qui est donc dès que je prends ma position de fixer un take profit et un stop loss et dès que le premier des deux est atteint, je sors? Ou est-ce que je me dis, chaque action, je les garde, par exemple, une durée fixe, 3 mois ou 6 mois, mais définie dès le début. Alors non, moi j'ai créé une autre, enfin, il y a sûrement d'autres personnes qui le font, mais moi en fait, je me suis créé une autre règle qui est j'applique par exemple un système de notation. Alors voilà, pour vous dire comment je fais, chaque fin de mois, j'analyse les 500 sociétés du S&P 500, donc voilà, avec mes critères à moi, que voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est les critères que j'ai créés moi. Donc, j'analyse les 500 sociétés du S&P 500 avec les 9 filtres que j'ai commencé à vous évoquer tout à l'heure. Ensuite, les 9 filtres me donnent une note. Voilà. Donc, pour moi, chaque fin de mois, les 500 sociétés du S&P 500 ont une note, voilà, que j'ai créée moi. Et celle qui a la meilleure note de cet indice-là, enfin des 500 sociétés en fin de mois, eh ben, je vais l'acheter le premier jour de bourse du mois suivant. Mais comme mon capital n'est pas illimité, eh ben, si je fais rentrer une nouvelle société, il faut que j'en fasse sortir une autre. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais également, fin de mois, analyser toutes les sociétés de mon portefeuille. Du coup, je l'ai fait parce que comme elles font partie du S&P 500, je l'ai fait juste avant. Et celle qui a la moins bonne note de mon portefeuille, eh ben, je vais la faire sortir début du mois suivant. Et voilà pourquoi mécaniquement, en fait, chaque mois, eh ben, j'ai un portefeuille sain, on va dire, parce que chaque mois, je purge en fait celle qui a la moins bonne note selon ma propre notation et je la remplace par celle qui a la meilleure note selon ma propre notation. Ok, Par contre, bah, si par exemple, ouais, voilà, ça me semble parfaitement logique. et juste si par exemple en fin de mois j'ai une société qui était donc si la société pardon qui a la meilleure note en fin de mois était déjà dans mon portefeuille, bah, je vais renforcer la position. Par contre, dans une certaine limite, hein. Par exemple, si c'était la même société qui sortait, disons, 15 mois d'affilée, je ne vais pas acheter 15 mois la même société parce que après, je vais me trouver, je vais avoir plus que cette société-là dans mon portefeuille. Donc, j'ai toujours Ouais, je pareil, comprends. Ouais, ouais, j'ai mis des limites quand même. faut pas que. Je comprends. Non, mais écoute, c'est vraiment, vraiment très intéressant tout ça. Donc, tu as ton site quantitrading.com. Ouais, Je vous invite à aller le voir, à contacter aussi Viken. Il est assez disponible sur les réseaux sociaux de ce que j'ai pu voir. Là, tu as ton email aussi, voilà. hein, viken@quantitrading.com. Donc, bah, écoute, c'est une bonne approche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui vont apprendre des choses aujourd'hui. Et encore une fois, j'aime beaucoup l'approche voilà, long terme. Voilà. Pour moi, c'est une erreur des particuliers de vouloir absolument faire du scalping. Ils ont l'impression en faisant du scalping qu'ils sont moins exposés au marché. En réalité, ils sont exposés beaucoup plus souvent et beaucoup plus parce qu'ils prennent généralement de l'effet de levier. Et les gens qui sont amenés à faire du scalping parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont moins exposés au marché, en réalité, c'est qu'ils ont peur des risques. Et là, toi, tu viens de nous expliquer que les risques, c'est pas quelque chose de dramatique. On peut se couvrir, se protéger contre les risques. Ça coûte pas cher finalement par rapport sur la performance finale. Mais voilà, donc écoute, un grand merci en tout cas encore pour cette présentation. Ça sera très certainement, je pense, le dernier webinaire que je vais faire avant les fêtes de Noël. Donc, je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël. Moi, je serai en famille dans le sud de la France. Toi, tu es où d'ailleurs, Viken? Tu es basé où? Et dans le sud de la France également, ouais. Ah ouais, bah voilà, bah, je vais à Aix-en-Provence. Moi, je sais pas où t'es, mais on sera peut-être pas loin. Près d'Antibes, ouais. On sera pas loin. Je vais passer par Antibes parce que de Sofia en Bulgarie, j'arrive à Nice et je vais donc pas passer très loin de chez toi. Je pourrais te faire un coucou par la fenêtre du train. Avec plaisir. Bon, Bah, bah, merci à toi hein, pour un grand m'avoir proposé merci. ce webinaire. Je t'en prie, un grand merci et on reste en contact. On fera peut-être d'autres vidéos, je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup ton approche et c'est rare parce que sur les réseaux sociaux, quand on parle de la bourse et du trading, on voit souvent de tout et n'importe quoi et beaucoup de n'importe quoi souvent. Et c'est important de pouvoir souligner les gens qui sont sérieux, qui ont une bonne approche et qui aident vraiment les gens à faire quelque chose et en donnant des bons conseils et pas en les incitant à faire n'importe quoi et à planter leur capital. Écoute, encore un grand merci à tous et joyeux Noël et à l'année prochaine. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt.